l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Le vin fait aujourd'hui partie intégrante de la culture, intrinsèquement liée à ce que l'on est en tant que société. Mais aujourd'hui, alors que les Français boivent de moins en moins de vin, que reste-t-il du vin dans la culture ? Où se niche-t-il ? Où peut-on le reconnaître ? Un épisode sur les codes du vin avec Marie Mascret. Marie, pourquoi souhaitais-tu aborder la thématique des codes du vin aujourd'hui ? Tu l'as dit en introduction, le vin, effectivement, subit une baisse de consommation en France et pas uniquement. Et pour autant, le vin a un certain nombre d'attributs, un certain nombre de codes qui sont un peu plus enviables et dont on se rend compte qu'ils sont souvent copiés. Et donc, plutôt que de me demander comment le vin pouvait faire pour se réattribuer ces codes, j'ai commencé par me poser la question de dire qui copie ces codes, quels codes du vin sont copiés et pourquoi. D'abord, la première chose à se dire, c'est que le vin et ses codes permettent à la France de rayonner jusqu'à aujourd'hui sur la scène internationale. Si on lançait un sondage à travers le monde, il y a peut-être peu de personnes qui sauraient situer Bordeaux ou la Bourgogne sur la carte, mais sans doute bien plus qui seraient capables de préciser la couleur majoritaire des vins de ces deux régions viticoles. Et pourquoi ? Tout simplement parce que les noms Bordeaux et Burgundy sont tout simplement tombés dans le langage courant pour décrire universellement une nuance de couleur. Donc on a la couleur Pantone Burgundy et on a la couleur Bordeaux comme couleur qui décrit des vêtements en particulier. Quand on fait du shopping sur Internet, on se rend compte que ça sert de référence. Et parmi les ingrédients pour parvenir à un tel niveau d'intégration dans la culture universelle, il y a le temps long. Les moines bourguignons, ils y travaillent depuis le Xe siècle. Il y a le fait d'avoir aussi de grands ambassadeurs avec une réputation internationale, à commencer par les rois de France dans notre histoire. À ce titre, je vous invite à lire le récent ouvrage de Jean-Noël Goubier qui s'appelle « Le vin à la table des rois », qui retrace la manière dont les souverains, depuis Clovis jusqu'à Napoléon, ont utilisé le vin, non seulement pour leur plaisir personnel, mais aussi comme un outil politique et diplomatique. Alors au fil des siècles, le vin c'est devenu un instrument stratégique pour favoriser des alliances, pour soutenir certaines régions, tout en illustrant la richesse culturelle de la France à l'échelle internationale. Et encore aujourd'hui, le vin, ça reste de loin, en France, le plus gros poste à l'exportation pour le secteur agroalimentaire. Ça contribue clairement à perpétuer la réputation internationale de ce produit et de ses codes. Et comment les codes du vin inspirent-ils d'autres secteurs ? Alors clairement, cette aura internationale, elle inspire d'autres produits agroalimentaires, mais pas seulement, qui donc vont copier ces codes du vin pour bénéficier à leur tour de cette valorisation positive. Je vais citer des exemples dans les deux types de catégories. Je peux citer par exemple des exemples autour du cidre. Le cidre, clairement, donc c'est un produit qui est proche du vin dans son process d'élaboration, même dans sa philosophie. Et le cidre a connu depuis quelques années une vraie montée en gamme, et ça souvent en se réappropriant culturellement les facteurs clés de succès du vin. On a des producteurs qui vont se présenter sous l'appellation maison, qui vont mettre en avant un terroir, qui vont mettre en avant des parcelles, qui vont utiliser la forme de la bouteille du vin classique pour l'embouteillage, et donc qui vont aussi reprendre les codes de l'étiquette de vin pour détailler l'excellence d'un produit. Donc ça, c'est quelque chose qui s'observe chez plusieurs producteurs. On a l'exemple d'un produit qu'on aime beaucoup, qui est le producteur Sassy, qui a entrepris une démarche dans ce style et qui met en avant la dégustation du cidre dans des verres à vin, quand on regarde les photos qui sont produites sur ses réseaux sociaux et sur son site, ou encore en accord avec des mets, le fameux mets et vin, mais là c'est le mets et cidre. Et puis on a même des émissions de radio qui se consacrent uniquement aux produits cidre, qui donc a le vent en poupe. Je pense à l'émission de radio On va déguster, qui met régulièrement le cidre en avant et qui lui accorde le même traitement que le vin dans ses émissions. Alors autre exemple, toujours dans le secteur des boissons alcoolisées, la bière. C'est sans doute le principal concurrent du vin aux yeux des consommateurs, et cette bière, elle vient elle aussi puiser dans les codes du vin de plus en plus pour monter en gamme, pour se premiumiser. Quelques exemples là encore, un producteur néerlandais, De Groot et De Soet, qui a ajouté à sa recette du pinot noir pour donner de la structure à ses bières, qui a recours au vieillissement également, avec un vieillissement de 3 à 4 mois, notamment dans la mer, et qui a investi l'univers de la haute gastronomie et des tables étoilées. On a aussi une brasserie flamande qui s'est inspirée des codes du champagne pour créer une bière qui reprend les principes de la méthode traditionnelle d'élaboration. On a une autre brasserie, la brasserie belge Cantillon, qui s'approprie le temps long à travers l'élevage en barrique, à travers l'élaboration de bières de garde sur plusieurs années. Donc ça aussi, c'est typique du monde du vin.
Une brasserie cette fois installée à Chablis, la brasserie Madame, qui reprend tous les codes de ce terroir de Chablis, historiquement viticole, avec l'ajout de mou de chardonnay. Et puis, si je pars cette fois dans les spiritueux, c'est une catégorie qui, là aussi, ne se prive pas d'aller puiser dans les codes du vin certains des ingrédients susceptibles de valoriser un peu plus son propre savoir-faire. En particulier, elle met de plus en plus en avant son micro-terroir, son travail en parcellaire, également des systèmes de vieillissement en fût de vin. Tout ça, ça se retrouve ensuite sur et dans la bouteille. Alors, quelques exemples. Calvados Comte Louis, qui a créé une gamme Les Parcellaires avec 3 terroirs différents. On a également la distillerie de Rome Nisson qui a réalisé son premier parcellaire Clos Godino élaboré donc à partir de cannes issues d'une seule et même parcelle. Et puis les projets de ferme distillerie par exemple qui se multiplient avec à chaque fois une notion de terroir, de la ferme à la bouteille pour créer ce fameux sense of place. Je peux citer quelques exemples qui sont bien connus des amateurs avec Roselieu, les Hauts-de-Glace, Waterford ou Renegade Rome. Toujours dans les spiritueux, mais cette fois, on va s'éloigner encore un peu plus de la France. On va partir au Japon avec le saké. Donc, le saké, c'est une boisson japonaise à base de riz qui se réinvente en Occident, qui a là aussi le vent en poupe. Et elle se réinvente, entre autres, en allant puiser dans la complexité des codes du vin. Alors, tout comme le vin, le saké n'est pas distillé, mais fermenté. Sa teneur en alcool, elle est assez similaire, on est autour de 15-16 degrés. Il se consomme aussi bien seul qu'au cours d'un repas, donc la même chose que le vin. Et les producteurs de saké japonais, ils ont également la notion de terroir dans le saké qui est apparue ces dernières années. Ce terroir, cette notion de terroir, elle comprend l'eau, le riz, la technique, le savoir-faire, les levures indigènes, le climat, les hommes qui façonnent. Tout ça crée le terroir du saké. Et donc là aussi, on est sur un parallèle très, très facile à faire avec le monde du vin. Et preuve en est du succès du saké et de ce parallèle ou de ce pont qu'on peut faire entre les deux univers. L'ancien chef de cave de Dom Pérignon, Richard Geoffroy, qui l'a bien compris en allant créer son propre saké au Japon. Iwa, avec toute la complicité de son expérience champenoise. Et puis il y a également l'ancien chef de cave de la maison Piper & Sick et Charles & Sick, Régis Camus, qui a fait de même. Je vous invite à ce titre aussi, si vous aimez le saké ou si vous vous y intéressez, à réécouter le podcast qu'on avait enregistré avec Xavier Tuisa. Xavier Tuisa qui est chef sommelier à l'hôtel de Crillon, qui est devenu Saké Samouraï, qui est un grand ambassadeur en France du saké sur les tables étoilées en particulier. Et pour lui, le saké est un parfait complément pour les accords parfois difficiles avec le vin. Et il l'explique très bien avec le même savoir-faire, avec la même rigueur que le vin. Il recommande certains sakés en particulier, quand ce sont des sakés qui ont été élaborés et pensés pour les amoureux du vin et de la gastronomie. Et est-ce que tu as des exemples aussi de produits gastronomiques ? Oui, alors toujours dans les boissons, mais cette fois qui ne sont plus alcoolisées, le thé. Un exemple flagrant qui est celui de la marque de thé Grand Jardin qui a créé la sensation en 2023. Clairement, ils se sont positionnés comme un thé, mais à la manière du vin, en empruntant la plupart des codes du monde du vin, avec une signature de marque qui est les grands thés à la manière du vin. Donc c'est vraiment pensé dès l'origine pour accompagner les grandes tables gastronomiques, en particulier dans les pays du Golfe. Donc on substitue au vin un produit dans un pays où l'alcool n'est pas autorisé. Et c'est une proposition qui a trouvé également un écho favorable dans la presse française, puisqu'il y a eu beaucoup de retombées sur Grand Jardin. Et quand on regarde la bouteille de thé Grand Jardin, c'est clairement la forme de la bouteille de vin. L'étiquette aussi s'est appropriée ces codes. Toujours dans le monde du thé, un autre exemple, celui du Palais des Thés, à travers son concept store L'Atelier du Vrac, qui a réinventé la figure de sommelier pour le thé. Et dans cette théothèque, avec plus de 175 variétés de thé et d'infusions, le thé sommelier, il est là pour guider les consommateurs à travers des ateliers pédagogiques qui sont destinés à démystifier la préparation du thé en vrac et à enrichir les connaissances de chacun, exactement comme on le ferait avec le monde du vin. Alors une fois que je suis parlé de thé, je suis obligée de parler de café. Le café, il connaît évidemment depuis le début du XXe siècle des grandes vagues de tendances qui à chaque fois ont fait évoluer ses codes, ses modes de consommation. La dernière vague en date, elle est appelée café de spécialité. Elle s'inspire clairement de l'univers du vin pour élever la boisson café au rang d'art, avec un perfectionnement des techniques d'extraction, la vérification de la provenance des grains, la mise en avant de l'origine des grains, du terroir, des fermes et des cultivateurs associés. Le café n'est donc plus une simple boisson, c'est une histoire qui est racontée à travers chaque tasse, tout comme le vin finalement. Exemple, l'Arbre à café, qui est l'un des pionniers du café de spécialité en France. Ce torréfacteur entre ciel et terre, c'est sa signature, il s'inscrit pleinement dans le terroir de son produit, en étant également producteur. On a aussi le très connu café coutume, qui va là encore un cran plus loin dans la représentation de l'univers du café de spécialité, en indiquant les notes aromatiques de ces cafés sur tous ses packagings, comme on le fait sur les bouteilles de vin. Tout comme Momus, autre marque qui pousse l'art de l'assemblage jusque dans la personnalisation du design de ses produits.
Le producteur californien, lui, Uproot, utilise depuis plusieurs années déjà exactement les mêmes codes design sur l'assemblage de ses vins que ceux de Momus. Et puis autres exemples, d'autres acteurs du café spécialité comme Café Caron, les Cafés Belleville ou encore Terre de Café qui proposent aujourd'hui des ateliers de dégustation et des formations à la manière de ce que l'on ferait en sommellerie. Du café à l'huile d'olive, il n'y a qu'un pas là aussi. Donc l'oléologie, c'est une nouvelle démarche qui est inspirée de la dégustation du vin. Tout comme les différents crus de vin, on a des huiles d'olive qui se dégustent et qui s'accompagnent tout au long d'un repas grâce à la large palette de leurs saveurs et de leurs arômes. En tout cas, ce sont les termes qui sont utilisés. Il est là aussi possible de parler de grands crus d'huile d'olive, de s'initier aux différents accords mets et huiles, d'apprendre à reconnaître les différentes AOC françaises d'huile d'olive, etc. Quelques exemples dans l'huile d'olive, les domaines châteaux d'Estoublon et Mas de la Dame dans les Baux-de-Provence qui ont participé à cette montée en gamme de la filière oléicole. Donc, ce sont des châteaux qui produisent du vin au départ, mais qui ensuite sont aussi diversifiés sur l'huile d'olive à la manière du vin, avec la préservation du paysage et des oliviers multicentenaires qui est mise en avant, également la réhabilitation des variétés anciennes, la diversification des cultures, la création d'une gamme monovariétale, c'est le cas chez Estoublon, et la création de plusieurs catégories, des catégories comme fruités verts, fruités mûrs, fruités noirs, des produits qui se rapprochent donc des 3 couleurs du vin, ça c'est le Mas de la Dame, et puis une AOP aussi qui est mise en avant. Et est-ce que tu as des exemples hors gastronomie ? Oui, alors ça c'est aussi extrêmement intéressant parce que là on s'est concentré finalement sur des produits qui somme toute ont une forme de logique dans le parallèle qu'on y voit nous en tout cas par rapport au monde du vin, mais effectivement les codes du vin ont aussi essaimé en dehors du seul secteur agroalimentaire. On a des exemples dans la cosmétique. Alors point d'entrée assez évident, Caudalie. Caudalie, au départ, c'est quand même une famille qui produit du vin, mais Caudalie, effectivement, a fait du raisin son ingrédient magique et donc va puiser dans le vocabulaire du vin pour ses collections et ses gammes. On parle de premier cru, on a des terminologies comme vino pur. Et donc voilà, ça c'est vraiment un bel exemple et en plus un exemple avec une très belle réussite d'un produit qui est dans la cosmétique, issu des polyphénols de raisin et des raisins et qui là pour le coup s'approprie les codes du vin mais finalement assez logiquement du fait de la matière première. Si on va un peu plus loin, on a des exemples aussi dans la mode avec une marque de vêtements par exemple, la marque NUS, qui clairement s'inspire du monde du vin. Alors ils sont même positionnés comme étant les vêtements pour les amateurs de vin. Leur logo est en forme de feuille de vigne, c'est un hommage aux origines bourguignonnes du fondateur. Ils ont un ton de marque très personnalisé avec des notions de mis en bouteille en 2016 ou pour les épicuriens qui aiment boire et manger où on affirme notre goût. Et ça fonctionne très bien, en tout cas, qu'on soit amateur de vin ou pas, les produits sont de très bonne facture et très bien coupés. Dans l'automobile, voilà, on sort complètement du secteur. On a la célèbre marque italienne Maserati qui s'était inspirée du vignoble d'Antinori pour concevoir son modèle de Tignanello en l'honneur des 50 ans du vin éponyme. Alors ça commence par la peinture appelée Terra di Tignanello dans une nuance de rouge rappelant le vin, avec d'autres détails aussi qui sont inspirés des vignobles et qui se trouvent à l'intérieur avec des sièges qui sont recouverts d'un mélange de cuir beige et de VGA Bordeaux, qui est un biomatériau fabriqué à partir des tiges, des peaux et des pépins de raisin. Donc en quelque sorte, vous êtes assis sur du vin. Les rayures sur les sièges font écho aux rangées de vignes dans un vignoble. Et puis la garniture en bois de bruyère foncé s'inspire de l'impression gravée dans les fûts de chêne utilisés pour faire vieillir le vin Tignanello. Donc vous pouvez également apprendre une chose ou deux sur l'histoire du vin quand vous achetez ce véhicule, avec des détails historiques qui sont gravés au laser sur certaines pièces de décoration. Et puis alors, si on s'éloigne encore plus, j'ai envie de dire, de l'art de vivre, même le géant de logiciels informatiques Microsoft va chercher des inspirations de naming dans le monde du vin pour l'un de ses produits, Wine, officiellement pour Windows Emulator, donc Windows Emulator. Mais même le logo du logiciel nous indique bien la source d'inspiration symbolique avec un verre qui ressemble d'ailleurs plus à une flûte de vin rouge. Mais comment évoluent ces codes quand les Français boivent de moins en moins de vin ? Dans ce nouveau contexte sociétal, comment est-ce qu'on peut défendre le vin comme une boisson certes alcoolisée, mais aussi culturelle ? Alors, ce qui est clair, c'est que le produit vin, il est quand même assez mis à mal culturellement, à force de se faire retirer ses codes, ou en tout cas copier ses codes. Il n'a plus la capacité à être reconnu uniquement pour ces codes-là. J'ai envie de dire, j'arrive presque à la conclusion, mais il faut qu'il se réapproprie lui-même ces codes qui sont utilisés par d'autres. Clairement, le succès des codes du vin auprès des marques de différents secteurs et de la société tout entière, il reste intimement lié à la désirabilité du produit vin en lui-même. Or, force est de constater que l'alcool en général et le vin en particulier subissent un peu les assauts répétés des réglementations et de l'hygiénisme un peu grandissant, quand même, il faut le dire, au sein de la société.
En janvier 2023, on a l'Organisation mondiale de la santé qui déclarait que la consommation d'alcool n'était jamais sans danger pour la santé, quelle que soit la quantité consommée. Et cette idée, elle est reprise depuis à la fois par des études scientifiques et par des médias grand public. Donc on est clairement dans une mouvance assez critique envers le monde du vin, que ce soit sur une forte consommation ou même sur une très faible consommation. Alors le risque de ce mouvement actuel, c'est pas tant un bannissement de l'alcool comme au temps de la prohibition américaine dans les années 20, c'est plutôt de créer un contexte où les gens vont simplement ne plus vouloir boire de vin. On voit d'ores et déjà aujourd'hui les signes de cette évolution sociétale, à commencer par les États-Unis. On peut lire ce qu'écrit la sommelière Pascaline Lepelletier, qui est française mais qui vit aux États-Unis depuis de nombreuses années, quand elle dit « Il y a un nouveau discours puritain vis-à-vis des boissons alcoolisées et chez les jeunes, un nombre croissant perçoit l'alcool comme néfaste pour la santé. » Et ce qu'on sait, et les études le montrent, les Américains, ils considèrent aujourd'hui la marijuana comme plus saine que l'alcool. Les adultes jugent l'alcool plus nocif que la marijuana. Le cannabis, c'est un substitut potentiel au vin. Pour 40% des Américains, le cannabis n'est pas nocif. Ils ne sont que 16% à penser la même chose pour l'alcool. Et 51% des 21-34 ans considèrent qu'une consommation modérée d'alcool est mauvaise pour la santé. Et même en France, à travers des figures populaires, on peut citer Gad Elmaleh ou Artus, on a une décision d'arrêter de boire de l'alcool qui est de mieux en mieux acceptée. Alors j'ai envie de dire tant mieux, qui est même valorisée par la société, mais qui évidemment ne sert pas la cause du vin. Et quand on sait aussi, c'est l'autre point de vue, que le vin est un produit culturel, mais que le vin en consommation modérée n'est pas néfaste pour la santé, on peut s'interroger sur l'influence de ces figures de proue de la pop culture française sur la consommation de vin, en particulier auprès des jeunes. Donc dans ce contexte sociétal un peu nouveau, on peut se poser la question de comment défendre le vin comme boisson, certes alcoolisée, mais unique et culturelle. Et dans ce sens, il est à noter depuis plusieurs années la création du mouvement Come Over October aux États-Unis, qui est un peu le contrepoint du mouvement Dry January. Le Come Over October, ou COO, invite les personnes à se rassembler autour d'un verre de vin avec l'arrivée de l'automne. Le vin joue un rôle dans la société en réunissant les gens. Chaque buveur de vin a une histoire à raconter sur les nouvelles amitiés qui se sont formées, simplement en partageant un peu de vin. Et ça remporte un franc succès, a fortiori dans un contexte de digitalisation de la société où finalement certains adeptes du monde du vin préfèrent boire un verre de vin entre amis plutôt que de passer leur temps sur leur téléphone et partager donc un moment de convivialité autour d'un verre du vin. Et justement, dans ce contexte sociétal, qu'en est-il des codes du vin ? Est-ce qu'ils parviennent à se maintenir malgré tout ou est-ce qu'ils sont, selon toi, appelés à disparaître ? Alors, si on regarde le développement actuel de la gamme des vins sans alcool, on est forcé d'en parler ici, on serait tenté d'en déduire que les codes du vin ont encore de la valeur vis-à-vis des consommateurs. En effet, pour pas apparaître comme un simple jus de raisin, mais comme un produit premium avec une forte valeur ajoutée, les codes du vin sans alcool conservent cette capacité de faire passer dans la tête du consommateur l'idée qu'il boive un vin, mais sans alcool. Donc c'est un débat qui est assez prégnant en ce moment au sein du monde du vin. C'est est-ce que le vin sans alcool est un vin, puisqu'il n'a pas d'alcool ? Et dans ce cas-là, si ça n'est pas un vin, pourquoi se réapproprie-t-il les codes du monde du vin ? Alors parmi les exemples les plus connus dont on a déjà parlé dans ces podcasts, la marque French Bloom, la marque française de vin pétillant qui reprend à s'y méprendre tous les codes du champagne. La seule différence sur l'étiquette, c'est le chiffre 0,0% qui est indiqué, donc qui indique évidemment qu'il n'y a pas d'alcool. En revanche, tout le discours de French Bloom, y compris sur son site internet, clairement, c'est celui du monde du vin, avec des phrases du type « Les raisins français biologiques donnent une belle acidité au rosé, élu meilleur effervescent sans alcool, et les magnifiques bouteilles appellent à la célébration dès que l'on fait sauter le bouchon », qui sont clairement des codes du champagne. Autre exemple, la marque Arensbach, qui est une marque danoise qui joue aussi sur les codes du vin en reprenant des catégories rouge, blanc, rosé, effervescent. C'est une boisson qui est pensée pour la gastronomie avec des accords mets et boissons. Et puis tout un discours sur la fermentation, les étapes d'élaboration pour rappeler sa complexité et valoriser le savoir-faire. Mais on observe aussi une sorte de retour d'ascenseur avec le vin qui choisit de s'hybrider avec les codes d'autres produits ou d'autres secteurs. On a vu récemment que d'autres catégories de produits s'inspirent des codes du vin et le vin, lui, n'hésite plus à aller explorer les codes de certaines catégories, les codes de la bière par exemple, avec l'enseigne Nicolas qui agite les codes du vin cette année pour mieux répondre aux attentes des générations plus jeunes, avec la BABV, boisson aromatisée à base de vin effervescente hip, qui est née de cette ambition et qui est élaborée à partir de vin de France de cépage melon de Bourgogne, qui est enrichi d'arômes naturels de houblon. Et c'est un nouveau produit donc, qui reprend les codes de la bière depuis la forme de la bouteille jusqu'à l'encapsulage, en passant par la structure de l'étiquette.
Le vin s'approprie les codes de la bière, il s'approprie aussi les codes du soda avec le produit Divin qui reprend les codes des hard seltzer américains pour proposer une canette de wine seltzer à base de sauvignon blanc de la Loire et d'eau pétillante des Alpes autrichiennes. Il reprend parfois aussi les codes du parfum avec Roseblood d'Estoublon qui a été pensé comme un parfum dont les arômes seraient issus d'un jardin fleuri. On n'est plus dans l'univers de la viticulture, mais on est dans celle de la culture des senteurs et des essences d'exception. Et puis les codes de la mode aussi, avec depuis 2021 l'exemple de Dom Pérignon et Lady Gaga qui sont engagés dans une sorte de correspondance d'univers artistique qui explorent cette année l'importance du travail dans leur processus créatif, avec une sorte de vision commune qui est communiquée sur l'acte de création et qui se matérialise dans une campagne de publicité et des performances artistiques autour de la danse et des corps en mouvement. Donc voilà, le monde du vin part aussi dans d'autres univers. Alors selon toi, le monde du vin peut se réapproprier ses propres codes ? Mais j'ai envie de dire oui. En fait, concrètement, le monde du vin, c'est quand même un monde fabuleux. C'est un monde qui, on l'a vu, a un certain nombre de codes qui sont copiés, enviés, dupliqués, que d'autres s'approprient. De quel code parle-t-on ? On parle de produits qui sont bien élaborés, on parle de savoir-faire, on parle d'authenticité, on parle d'hommes et de femmes qui sont derrière les produits. On n'est pas que sur des produits industriels, loin de là, dans le monde du vin. On parle de moments de convivialité, on parle de paysage, on parle de terroir, on parle d'histoire, on parle de culture, on parle de tellement de choses extrêmement valorisantes pour le produit et extrêmement demandées par les consommateurs qu'il suffirait presque au vin de se dire « Ok, j'ai un problème aujourd'hui, on consomme moins mon produit. Comment est-ce que je peux faire pour moi-même me réapproprier ces codes que d'autres copient, que d'autres m'envient ?» pour les mettre en avant. Et les mettre en avant, ça passe bien évidemment par la capacité des marques déjà à se faire connaître en tant que marque et également par leur capacité à bien raconter leur histoire et à bien mettre en avant ces codes sur leurs différents points de contact en communication. Ainsi, le vin, en plus d'être une boisson, est aussi un instrument de puissance culturelle, une grande source d'inspiration pour d'autres produits ou secteurs, de la gastronomie au design, de la mode au café. Au-delà de l'hybridation des codes que l'on observe dans de nombreux secteurs, le monde du vin porte en lui cette capacité de créer de nouveaux codes propres à son univers, qui lui permet de toujours suivre les mutations de la société. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation des vins et spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur vos applications de podcast préférées. Un épisode écrit et produit par l'agence So Wine.